Alors, l'occasion pour moi aussi d'accueillir, parce qu'ils sont de l'autre côté de l'écran, Monsieur Pierre Leroy et Monsieur Jean-Claude Mensch. Merci, vous êtes avec nous, messieurs. L'un du côté des Hautes-Alpes, tout près de la barre des Écrins, du parc national des Écrins, et puis un autre, Jean-Claude Mensch, qui est dans un endroit également extraordinaire, Ungersheim, puisque c'est peut-être le village le plus écologique de France. On en parlera dans quelques instants avec vous. Merci donc d'être en notre compagnie, et je voudrais remercier bien sûr les trois premières intervenantes que nous retrouverons au cours de la matinée, donc Madame Claudius Petit, Madame Benedetti et Madame Touras. Alors, je vais accueillir maintenant à mes côtés le maire de Miramas, Monsieur Frédéric Vigourou, qui va venir me rejoindre, et le maire du Canet-des-Maures, Monsieur Jean-Luc Longour, qui va également venir s'installer. Et avec eux, on va discuter de leur réalisation et également, bien entendu, donc parler de prospective et de commentaires un peu sur tout ce qui a déjà été dit, parce que maintenant, messieurs les maires, c'est le moment de l'exemple, de nous dire comment tout ça a été mis en place chez vous et comment vous envisagez aussi l'avenir par rapport à toutes ces perspectives qui ont été développées dans les premières interventions. Je rappelle donc une nouvelle fois le sondage. Si on vous dit transition écologique, en un mot, vous répondez quoi? Et puis, n'hésitez pas donc à poser vos questions, à émettre vos témoignages. Au fur et à mesure, bien entendu, je prendrai ces questions et ces témoignages. Je vais vous proposer qu'on alterne entre les personnes qui sont à l'extérieur et les personnes qui sont ici, afin de pouvoir justement créer encore un peu plus de dynamisme. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Vigourou. Vous êtes le maire donc de Miramas. Vous avez mis en place dans votre commune un certain nombre de choses que nous allons voir, parce que je crois que vous êtes venu avec quelques images ou en tout cas quelques indications, avec déjà la notion, puisqu'on parlait d'habitat, de tous ces plans qui permettent aux habitants maintenant de prendre peut-être un petit peu plus conscience de la façon dont va se développer leur ville. Et comme on le disait, le logement est un des points, je voyais que vous opiniez du chef tout à l'heure, un des points importants de l'action des maires en ce qui concerne donc ces objectifs de territoire durable. Frédéric Vigourou, maire de Miramas. Merci. D'abord, merci à l'Arbre de m'avoir invité. Je salue tous les collègues et toutes les communes. Je sais que chacun a ses propres difficultés et en ce moment, bien sûr, comme vous le disiez, une pensée particulière pour ces maires qui sont dans les Alpes-Maritimes. Ce sont des sujets extrêmement complexes et notamment la reconstruction sera pour eux très compliquée. Et nous, à Miramas, nous verrons au prochain conseil municipal comment nous les aiderons pour pouvoir évidemment rétablir les choses dans leur commune. Alors oui, le développement durable, la transition, je pense que j'avais envie, en écoutant Madame la directrice tout à l'heure de l'Adréal, de dire que c'est d'abord une pensée globale et des actions locales et précises. Une pensée globale, effectivement, il ne faut jamais dissocier, particulièrement dans une ville qui socialement est en souffrance, c'est le cas de la mienne, puisque le revenu moyen fiscal par habitant est inférieur au seuil de pauvreté européen. Donc, c'est une ville très populaire, à près de 40% de logements sociaux, dont 60% sont du PLAI. Donc, il y a des choses qui se sont faites dans notre pays, notamment avec Jean-Louis Borloo et la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine, où j'ai été administrateur pendant quelques années. Vous avez 200 quartiers prioritaires dans la France et j'en fais partie, comme d'autres, notamment dans le sud-est et à Marseille principalement. Donc, penser à l'individu et le mettre au cœur du dispositif communal, c'est le travail, c'est l'éducation, c'est le logement, c'est aussi évidemment tout ce qui traite de l'environnement, de la biodiversité. Mais un maire n'a pas tous les moyens, même si on essaye de faire comme on peut. Il y a au moins un acte politique très important, et c'est le premier slide, c'est en fait essayer de construire sa ville sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire clairement de travailler sur ce qu'on appelle les PLU. Commencer par définir les espaces qui seront protégés, les espaces que nous allons utiliser pour la construction, pour le développement économique ou pour le développement social. Et dans notre ville, nous avons du plan d'occupation des sols en passant par le PLU. Vous avez quelques chiffres que vous voyez devant. On a augmenté considérablement les espaces naturels, on a augmenté les espaces agricoles pour travailler, vous allez le voir ensuite, sur la partie utilisation de ce qu'on appelle l'économie circulaire et de la consommation dans les cantines, mais pas uniquement. Et on l'a fait parce que cet acte est un acte politique fort d'une commune. Ce n'est pas très évident. Quand un maire discute avec un propriétaire terrien, propriété est un droit imprescriptible de la Constitution, mais quand vous avez quelqu'un qui a des terrains qui pouvaient être urbanisés, à qui vous dites non, ils seront naturels jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas toujours évident. Mais il fallait le faire et on a augmenté évidemment
l'ensemble de ce dispositif. Je le dis pour toutes les collectivités qui nous écoutent, vous avez là une arme considérable, et notamment sur le fait d'éviter l'étalement urbain, qui est très consommateur de terre, mais pas uniquement, et là je parle en tant que maire, qui est très consommateur de budget de fonctionnement dans les années qui viennent, car ouvrir des maisons en bande, tout le monde veut sa maison dans la prairie. Le problème, c'est que derrière, vous allez vous poser des problèmes de transport, de voirie, de réseau, d'assainissement et de services que les gens demandent. Et les communes se retrouvent très facilement en difficulté financière et sur le plan budgétaire. Donc, je le dis, il faut nous raisonner, éviter de nous étaler sur le plan urbain et plutôt travailler sur une densité urbaine. Ça ne veut pas forcément dire des immeubles de 50 étages, hein. Ça veut dire aussi des constructions un peu différentes. Et là, je vous conseille de prendre contact avec l'ensemble des conseils d'architecture et d'urbanisme qui existent dans votre département et qui travaillent sur ces questions depuis fort longtemps. Développer l'alimentaire, c'est un sujet qui, jusqu'à présent, était un sujet qu'on faisait et qui était intéressant de faire. Je pense que sur le plan sanitaire, en tout cas, mes médecins généralistes sont tous d'accord. Il faut qu'on travaille sur la qualité de ce qu'on propose. Et donc, c'est le développement d'une agriculture nourricière sur le plan local. Alors, on ne peut pas tout faire, bien sûr, mais on peut éduquer, on peut former, on peut soutenir l'agriculture, on peut soutenir toutes les démarches que vous voyez, tant du vin d'ailleurs, qui est très appréciable, que sur la nourriture. Et nous avons, nous, des projets de développement d'agriculture, principalement pour alimenter ensuite ce qu'on appellera une cuisine centrale, sur lequel nous allons aller sur du 100% bio. Et sur du 100% bio, et aussi sur une question d'un territoire autour de 30 km² pour essayer de trouver des solutions. Et d'ailleurs, nous travaillons à plusieurs maires sur ces questions, parce que, évidemment, sur le plan de l'investissement, c'est relativement lourd. Sur le plan des déchets, je l'entendais, alors là c'est un appel, je pense que je vais avoir mon collègue Elmore qui va parler après moi aussi, mais je le dis très simplement, nous sommes dans un pays extraordinaire, mais qui a tellement de règlements et d'organisations et de législation qui quelquefois empêchent des initiatives locales. Je plaide, et je suis un des maires à plaider pour l'expérimentation locale. Et dans le domaine des déchets, qui est un domaine particulièrement important, il y a 2 villes en France qui sont labellisées zéro déchet, zéro gaspillage, dont la mienne. Et nous plaidons pour arriver à faire en sorte que nous puissions nous laisser un peu plus de capacité. Nous travaillons actuellement sur une zone de réception de tout ce qui est alimentaire pour le trier et le remettre à l'intérieur de tout ce qui est engrais alimentaire. Nous travaillons aussi sur les déchets du bâtiment, sur lequel nous sommes en train d'essayer d'expérimenter, mais il nous faut nous aider. Et là, la réglementation et l'autorité de l'État peut-être nous aider à passer ce cap. En tout cas, nous, sur le zéro déchet, zéro gaspillage, avec les habitants, bien sûr, hein, qui sont au cœur du dispositif, nous avions réussi dès 2016 à baisser de plus de 7% le volume. Et nous pensons que nous pouvons arriver beaucoup plus loin encore, puisque nous essayons de développer ce projet pour arriver évidemment à faire le moins de déchets possible, qui est l'objectif principal. Parce que vous parliez du tri, c'est vrai, nous avons des difficultés pour le triage parce que nous avons beaucoup enfoui. Donc, il y a une population qui a été habituée à trier, mais peu en volume. Et donc, il faut trier qualitativement pour pouvoir le faire. Il faut des outils, de l'investissement. Et les métropoles, je suis dans une métropole, n'a pas forcément les moyens suffisants financièrement. Il faut travailler aussi sur des modifications de comportement. Et ça, il faut travailler dans les écoles, c'est sur la partie du lutte contre les gaspillages alimentaires. Donc là, nous avons travaillé nous-mêmes en finançant une diététicienne, puis ensuite nos propres services, puis ensuite nous avons travaillé pour essayer d'habituer les enfants à moins consommer, à moins jeter, à bien manger, mais à moins consommer et à moins jeter. C'est absolument déterminant, et ça, quels que soient les âges d'ailleurs. Et puis, l'épisode du Sud-Est nous le prouve aussi, même si c'est la géographie qui a beaucoup joué. On a quand même des problèmes de plus en plus sur la préservation des sols et la qualité de l'eau. Nous sommes, nous, sur Miramas, sur une nappe phréatique qui abonde une grande partie des villes du nord du département. Il n'y a que ça pour nous. Et donc, il faut la préserver. Et donc, il faut travailler sur le zéro pesticide. Donc, nous, on l'a fait depuis 2009. Hein, on l'a fait avant la loi. D'abord dans notre propre service et puis de plus en plus en lien avec tout ce qui est du monde économique autour de nous. Réutiliser des terres industrielles en friche, c'est absolument indispensable, plutôt que de rebétonner des terres naturelles pour pouvoir construire. Et puis, l'imperméabilisation des sols. Alors là, on va dire la vérité, on est entre collectivités locales, la plupart.
quasiment aucune mairie n'est à jour sur le pluvial. Il faut dire la vérité, depuis de nombreuses années, on a énormément de difficultés. Et donc, il y a deux solutions. L'un, améliorer évidemment les conduites, mais ça coûte très cher et ça fait des investissements considérables. Deux, déperméabiliser sa propre ville, c'est-à-dire travailler sur les écoles, les cours d'école, et surtout essayer de déperméabiliser les routes. Et ça, c'est un sujet qui est évidemment sur Miramin, ça a été lancé puisque nous avions une nationale qui passait en plein cœur de la ville et nous avons décrouté et réorganisé une 2x2 voies en une voie alternée et nous allons continuer de le faire. Et comme par hasard, on obtient un certain nombre de résultats positifs et ça nous permet aussi de pouvoir bénéficier de l'aide de Nature for City Life. Alors heureusement, nous avons la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous aide et qui nous guide avec l'ARB et qui nous permettent d'obtenir. Je pense que l'État et la région devraient nous aider aussi, collectivités locales, villes, pour tout ce qui est européen, pour essayer d'approcher, car je sais qu'il y a là aussi des moyens financiers qui nous permettraient de le faire. Enfin, la biodiversité, là je suis complètement d'accord, on a quand même un souci. D'ailleurs, chacun d'entre nous le voit bien. Il y a quelques années, je ne suis pas si vieux que ça, même si j'ai beaucoup vieilli en étant maire, je dis la vérité, mais nous avions quand même nos pare-brises de voitures qui étaient remplis d'insectes. C'est vraiment effrayant ce qu'on voit actuellement. D'ailleurs, on n'en a quasiment plus. Je me souviens de ma famille qui faisait le carnet de la voiture. Aujourd'hui, on le voit, quoi. Je veux dire, c'est vraiment visible. Et il faut donc donner des espaces protégés, essayer de garder cette biodiversité. Ce n'est pas simple parce que nous avons une ville de 25 km². Et donc, on a quand même augmenté le nombre de terres naturelles et on va les protéger. Enfin, évidemment, il y a énormément de labels. Alors, moi, je suis très heureux. Des fois, j'apprends des labels que mes propres services ont demandé, mais je ne savais pas ce que c'était. Le label carotte, par exemple, je ne savais pas que c'était parce que nous faisions du bio dans nos cantines. Donc, un jour, on a vu arriver un label. Et puis, vous le voyez, tous les labels que nous recevons. Alors, ces labels, et je veux en terminer là-dessus, ces labels, c'est quoi? Ce n'est pas simplement pour faire plaisir au maire, qui a été réélu, ça fait toujours plaisir d'être élu. C'est parce que ça nous permet de nous confronter à des contrôles, c'est-à-dire en fait d'évaluation de nos propres politiques publiques locales. Et donc, en faisant venir ces labels, on travaille à l'amélioration de nos services. Et un des choix des collectivités locales aujourd'hui qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut aussi investir dans l'humain et dans celles et ceux qui ont des compétences, des diplômes, qui peuvent travailler là-dessus. Nous en avons, nous, dans notre commune, des territoriaux, mais nous avons embauché aussi des ingénieurs. Il nous faut nous aider, hein, parce que je pense que l'État pourrait réfléchir. L'État, par exemple, a créé ce qu'on appelle la dotation de solidarité urbaine pour les villes en difficulté. Il faudrait créer peut-être aussi des dotations qui permettent aux communes qui s'engagent véritablement sur le développement durable et la transition écologique de les aider. Je pense à toutes les petites et moyennes communes qui n'ont pas la capacité financière, qu'il faut aider, et peut-être aussi dire à l'État, qui est un partenaire absolument indispensable, Madame la directrice, c'est aussi d'éviter des erreurs, comme par exemple la rénovation des centres-villes. Je fais partie des 8 communes françaises que la Caisse des dépôts et consignations a labellisées pour travailler sur le cœur de ville. Et malheureusement, parce que j'appartiens, non pas malheureusement parce que j'appartiens à la métropole, mais c'est un fait, la métropole ex-Marseille a été une des métropoles qui n'a pas eu la capacité de pouvoir aller chercher ces financements. Je me suis retrouvé complètement écartelé entre la Caisse des dépôts, avec qui je travaille depuis de nombreuses années et qui m'enclenche et qui m'aide à faire cela, et de l'autre côté, l'État qui me disait non, vous ne pourrez pas bénéficier du cœur de ville. Là, il y a des choses sur lesquelles c'est vraiment que du bon sens. Et pour terminer mon propos, je le dis à toutes et celles qui nous écoutent, personne n'est meilleur dans cette histoire. Il faut être humble, ce n'est pas toujours évident, on fait nos propres erreurs. Mais il faut garder du bon sens dans l'histoire. Et le bon sens pour un maire, c'est une meilleure qualité de vie pour ses habitants, une capacité de bien gérer sa commune pour éviter des problèmes d'endettement, donc chercher des solutions d'économie pour les années qui viennent. Or, la transition environnementale nous permet de faire des économies. Il y a de l'investissement, mais derrière, plus tard, pour les générations qui viendront, il y aura des économies d'échelle et ça jouera effectivement sur la fiscalité. Ce sont des sujets que les maires entendent, que tous les élus d'ailleurs, entendent bien, fiscalité, budget de fonctionnement, masse salariale et le développement durable qui est au milieu peut être un accélérateur, presque un accélérateur de réussite. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Frédéric Vigourou.
On reviendra vers vous parce que je vous propose qu'on vous entende tous les quatre et puis après on débattra ensemble sur ces sujets. Alors vous avez dit le mot durable. Apparemment dans le sondage c'est un des mots qui ressort. Et on a bien dit dans le sondage un seul mot parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit 4 ou 5 phrases, c'est très sympa. Mais le jeu du sondage c'est un mot et vous envoyez ce mot dans le module conversé. On découvre tous un peu Zoom. Alors dans Zoom il y a une petite parenthèse pour converser, une double parenthèse pour faire des questions et des réponses. Donc c'est dans converser que vous nous envoyez ces mots qui pour vous évoquent donc la transition écologique. Alors, nous sommes maintenant avec l'Alsace parce que M. Mensch est avec nous, donc le maire d'Ungersheim. Monsieur le maire qui est élu depuis 30 ans et qui est à la tête d'un village, c'est peut-être pour ça qu'on l'a choisi pour cette réunion, qui est considéré comme le village le plus écologique de France. Mais vous avez d'autres termes, Jean-Claude Mensch, vous parlez de village en transition. Et pour vous, plus peut-être que cette transition écologique, le développement durable, ce qui compte, c'est une forme d'autonomie. C'est ce que vous disiez dans des interviews à certains confrères. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre politique et puis nous donner quelques exemples de ce que vous avez mis en place donc à Ungersheim? Effectivement, donc pour nous, le maître mot, c'est l'autonomie. Alors, donc, historiquement, disons, nous avons hérité d'un groupe scolaire et d'une piscine qui était intégralement chauffée à l'électricité. Donc, je parle d'il y a 30 ans de ça. Et très rapidement, nous avons été confrontés à cette énergie dispendieuse en matière de chauffage. Et donc, on s'est orienté vers le soleil. Des résultats ont été à la clé et puis ça nous a incité à aller beaucoup plus loin. Donc, cette transition écologique ou énergétique à l'origine a été réalisée donc sans parler de transition en réalité. Mais en l'occurrence, nous avions aussi une expérience en matière de transition, reconversion, c'est comme ça qu'on l'appelait, puisque nous sommes dans un bassin potassique, donc un bassin minier dont on connaissait la fin du gisement. Et donc, 20 ans avant de l'extraction de ce gisement, il y avait quand même 10 000 emplois au début de cette saga minière. Donc, 20 ans avant, toutes les forces vives de ce bassin potassique se sont attelées à la diversification et à une reconversion. Donc, les conditions de cette transition passée ont eu des résultats probants parce qu'il y a eu une anticipation. Voilà, donc voilà une expérience locale à partir du solaire pour chauffer un groupe scolaire et une piscine, puis ensuite une chaufferie bois et également voilà, tout plein d'autres actions. Alors, il y a l'idée chez vous de se dégager peut-être un peu de l'action des grands groupes aussi, d'avoir une forme, on disait tout à l'heure, d'autonomie. Là, c'est un investissement de 17 millions d'euros, cette centrale photovoltaïque, avec, je crois, d'autres communautés ou d'autres communes voisines. Il y a cette notion de reprendre un peu je ne dis pas son indépendance, mais peut-être par rapport à des grands groupes, les notions de régie en matière, par exemple, de distribution d'énergie. C'est quelque chose qui vous a mené dans votre action, qui vous a guidé? Oui, tout à fait. Donc, on appuie notre action sur 3 grands piliers qui sont donc l'autonomie intellectuelle, l'autonomie et l'autonomie alimentaire. Voilà, donc on peut employer d'autres termes si on veut. En tout cas, ça consiste à être moins dépendant de la société consumériste, quoi. Donc, c'est cette consommation outrancière qui détruit nos écosystèmes et qui nous conduit dans le mur. Voilà, voilà, on est déjà bien en route. Alors, en matière d'indépendance énergétique, effectivement, nous avons mobilisé le foncier, mis en concurrence différents développeurs photovoltaïques pour installer une centrale dont nous n'avons pas été les financeurs. Donc, c'est une centrale photovoltaïque qui assure quasiment l'autonomie électrique de la commune. Donc, on rend compte également toute la zone de la commune. Il s'avère que d'ici 2023, donc dans très peu de temps, dans 3 ans, nous pourrons, en incluant le chauffage, la zone industrielle, enfin sur l'ensemble de la commune, nous serons en autonomie électrique.
sur l'année. Ça veut dire que la production d'énergie renouvelable sur l'année correspondra à la consommation sur l'année de l'électricité de l'ensemble des secteurs. Voilà. Alors, on va donc, rappeler que c'est 2500 habitants, hein, Ungersheim, 2500 habitants. Et également, puisqu'on a beaucoup évoqué le logement, et notamment, là, vous venez d'en parler, la neutralité en émissions carbone, vous avez un éco-hameau dans lequel, donc, vous envisagez là aussi une neutralité carbone relativement rapidement. Hein. Je crois que l'horizon, c'est 2023. Et avec plusieurs familles qui sont logées donc, dans ce éco-hameau. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Puisque là, on parle de logement, une question qui a déjà été beaucoup évoquée dans notre conférence. Donc, c'est de l'habitat groupé. Ce sont des maisons ossature bois avec isolation paille où l'ensemble a été construit sous forme de coopération avec les habitants. Donc, en coopération entre eux, déjà, avec la commune, puisque c'est un terrain communal, et également avec donc, les entreprises et les achats. Voilà, donc ce sont des maisons passives hein, qui consomment quasiment pas d'énergie, mais l'idée première, c'était de bien vivre ensemble. Comme je disais, voilà, donc c'est un peu l'habitat de demain, considère-nous quoi, l'habitat de demain. Et puis actuellement, nous sommes sur une deuxième tranche donc première tranche, 9 habitations, et deuxième tranche, une quinzaine qui est en cours de route. Voilà, donc c'est l'habitat qui ne consomme plus d'énergie. On parlait aussi tout à l'heure d'agriculture hein, et d'alimentation. Vous avez une régie agricole avec une conserverie et un concept qui est le concept de la graine à l'assiette avec, par exemple, alors c'est un sujet un peu à la mode aussi, la reconversion, si je puis dire, des fruits abîmés, hein, dont on sait que le consommateur ne veut pas forcément. Et vous avez une conserverie pour retraiter donc ces fruits et ces légumes. Oui, l'autonomie alimentaire, ça a commencé par la restauration bio qui est 100% bio, tous les jours de la semaine, goûter inclus depuis 2009. Donc, ça fait maintenant, ça va faire 12 ans que nos enfants mangent 100% bio tous les jours de la semaine. Puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il était bien de mettre aussi des légumes sur place, donc une production locale. Donc, il y a d'abord une exploitation maraîchère, un jardin de cocagne qui est tenu par un jardin d'insertion sur 8 hectares de terre communale. Et puis ensuite, pour mieux répondre aux besoins à la fois de la cantine scolaire et également donc d'utiliser les produits moches, dits moches, ou les surplus de production, donc la création d'une conserverie associative. Voilà, donc c'est pour cette raison que nous avons créé une régie agricole communale qui fournit ces deux entités plus un petit marché. Voilà, nous sommes dans le concept de la graine à l'assiette avec une production locale qui doit correspondre à la consommation locale. Nous sommes quasiment en autonomie en ce qui concerne la production des légumes. Il y a une production locale de viande et de lait qui n'est pas encore suffisante, mais encore faut-il que les concepts sont en place, les productions fonctionnent, mais encore faut-il que les consommateurs achètent. C'est pour ça que nous avons aussi une monnaie locale complémentaire pour acheter local. Oui, et Jean-Claude Mensch, on va terminer sur un point, et puis après, vous échangerez hein, avec les autres maires présents. C'est celui, j'allais dire, des transports en commun, donc 2500 habitants. Mais par exemple, pour le transport scolaire, vous le faites en calèche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ça. Peut-être pas les véganes, hein, donc on en reparlera. Mais enfin, bon, donc on a vu des calèches tirées par un cheval qui amènent les enfants de l'école à leur domicile. C'est un peu la question que je voudrais vous poser pour vous taquiner. C'est de l'affichage, ça? C'est un peu de la communication? Ou bien vraiment, c'est quelque chose qui est important pour vos concitoyens? Mais c'est tout à la fin. Naturellement, c'est de l'affichage, puisque à chaque fois que nous sommes sollicités ou interrogés, on parle de ces chevaux. Maintenant, ils sont 3. Vous voyez que ça fonctionne bien. Il y a 3 chevaux qui sont des chevaux cantonniers, qui assurent la traction animale, l'arrosage des espaces verts pour les travaux dans les champs. Voilà, donc ils sont très utiles pour ça, mais aussi pour transporter les enfants à l'école, et ça imprègne un autre rapport au temps, le temps de la nature, le temps du cheval, voilà, donc un temps plus lent. Et c'est un autre
rapport aussi des enfants avec la nature, puisque le cheval est devenu leur mascotte, et puis il apporte de l'humanité dans les relations, quoi. Donc, c'est un peu tout ça, et il faut le considérer comme une plus-value sociale dans la vie du village. Merci Jean-Claude Mensch. Vous restez surtout avec nous parce qu'on parlera bien entendu de toutes ces initiatives. J'ai des gens coquinous avec moi là à côté, donc ils parlaient quand on évoquait un peu le transport en cheval de certaines communautés qui ont été mises en avant par le président de la République il y a quelques temps, mais on va s'arrêter là. Voilà. Bon, donc on va passer maintenant à Jean-Luc Longour. Avec vous, Monsieur Longour, on va se retrouver dans le département du Var, au Canet des Morts, et vous allez nous parler d'un concept de ville à vivre, puisque c'est un petit peu ce que vous faites chez vous et les initiatives que vous avez prises sont dans cette logique de la ville à vivre et aussi de la décision à l'échelon local. C'est une question dont on parlera aussi tout au long de cette matinée. Bonjour à tous. Effectivement, à partir de 2007, avant d'être élu au premier mandat, donc en 2008, la question a été de savoir on se fait élire pour quoi faire, quoi. Pour occuper le poste, pour aller déguster des petits fours dans les salons de la République, ou bien être en contact. C'est difficile en ce moment. En ce moment, c'est plus difficile. Avec le masque, c'est plus long surtout. Ou bien, effectivement, construire et bâtir des villes à vivre. Alors, quelle ville à vivre? Nous, depuis 2008, certainement comme toi, on est parti sur le triptyque du développement durable. Donc, bon, pas inutile de le rappeler, développement économique compatible avec un développement écologique, avec la protection écologique, pour simplifier, quoi. Sans oublier le troisième pilier, cher à Madame Thora, c'est qu'on partage tous et qu'on a effectivement tendance à un peu trop oublier, surtout quand on parle que de transition écologique, c'est le pilier social, personne au bord de la route, parce que sinon on crée des différences sociales et on crée surtout le germe d'une désocialisation. Et donc d'un déséquilibre de la société où alors après se posera même plus la question de l'écologie, mais de la capacité des hommes à vivre ensemble. Donc il faut absolument laisser personne au bord du chemin. Donc depuis le départ, on est parti sur ce concept de développement durable et donc de ville à vivre. De ville à vivre, eh bien, c'était une façon de revenir à des choses relativement simples, quoi. On a été dans les premiers, effectivement, à parler du réaménagement et du réinvestissement dans les cœurs de ville. Chez nous, quand on est arrivé, par exemple, il n'y avait plus qu'un commerce en centre-ville et maintenant, il y en a une quinzaine ou 18, je ne sais plus. Et dès cet instant, on a recréé, c'est ce qu'on souhaitait autour de la gare, un centre-ville et recréer l'Agora. L'Agora qui était chère aux Grecs, quoi, et qui... Il faut le dire aux gens et il faut le dire à tous les théoriciens parfois un peu foireux, il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre que cette capacité à recréer du lien social et du vivre ensemble, parce que sinon, j'ai eu l'occasion plusieurs fois aux États-Unis, je ne vais pas faire d'ombre à nos amis là, qui ont un président qui ne va pas très bien en ce moment, là, qui est pourtant très écologiste et très... Et j'ai vu des villes comme Los Angeles très, très déchirées, quoi, avec 3 lieux de vie. Un lieu où on habite au milieu d'une forteresse, un lieu où on va travailler, puis un grand centre commercial, et au plus aucun lien social. Et tout le monde qui, selon le second amendement, ou le premier, ou je ne sais plus lequel, peut s'armer comme il veut pour défendre. Donc, c'est important. Des villes à vivre, c'est ça, c'est le choix qu'on va faire de ce qu'on veut laisser à nos enfants et de ce qu'on veut faire vivre au présent. À nos concitoyens. Donc ces villes à vivre, c'est revenir à des choses relativement simples, donc des cœurs de ville fréquentables, des commerces où on a un contact, on n'est pas juste avec des codes-barres dans des galeries marchandes et des codes-barres comptabilisés à la caisse, mais où on a des échanges. Des villes à vivre, c'est des villes où on peut venir en sécurité et avec plaisir, déambuler, se promener, voilà, et des villes évidemment dans lesquelles la nature a repris sa place, parce que je crois on est en plein cœur d'un changement de paradigme. Depuis le XVIIe siècle, l'homme est très conquérant, et pourtant, moi, je suis plutôt au XVIIIe siècle des Lumières, mais quoi qu'il en soit, l'homme a considéré la nature comme à sa merci et devant servir tous ses besoins. Et donc, depuis 3 siècles, on l'a totalement épuisé, on lui a fait beaucoup de tort, et au point qu'on en est aujourd'hui à une menace de l'espèce humaine. Carrément. Alors carrément, on est considéré, parce que ce qu'il faut quand même
bien dire à nos concitoyens, c'est qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique et l'accident aujourd'hui qui s'est passé vendredi, pour lequel évidemment on a la plus grande empathie et compassion. Ça, j'espère que ça durera longtemps, cette compassion et cette empathie, quel que soit le lieu où ça se passe sur Terre, entre parenthèses, parce qu'il y a des souffrances un peu partout. Mais ces dérives climatiques, ces accidents climatiques seront de plus en plus importants. Par exemple, nous, autour de la Méditerranée, quoi qu'il se passe, la Méditerranée se réchauffe. Et à l'automne, il y aura forcément ces conflits de masse d'air qui créeront des phénomènes climatiques majeurs, Cévenol ou autres, on peut leur donner le nom qu'on veut, mais il y en aura de plus en plus. Alors, nos concitoyens, il faut leur dire que ce réchauffement climatique, c'est une réalité, que contrairement à ce que certains peuvent dire, les climato-sceptiques, l'homme est à l'origine. L'homme est à l'origine de ce dérèglement. On a quand même tout pollué. On a quand même, on le voit bien, tous les chiffres sur les 50 dernières années sont terribles, quoi. C'est pas une évolution. On n'est pas en train. Peut-être qu'on est en plus en train de changer d'air. L'air, il n'est pas bon, mais d'air, l'accent grave RE, peut-être. Mais cette atteinte à la biodiversité, Anne en parlait tout à l'heure. Enfin, c'est dramatique. Si depuis 4,5 milliards d'années, la Terre a pu s'autosuffire sans faire aucun déchet, c'est parce qu'il y a cette biodiversité complémentaire qui a permis d'en arriver là. Et il a fallu l'intervention depuis le néolithique et un peu après, évidemment, surtout depuis l'homo economicus, l'homo sapiens economicus, ces 50 dernières années où on a tout aggravé, cette biodiversité. Et troisième point, pour conscientiser un peu, pour aller à la rencontre de nos concitoyens et leur dire combien c'est important, les zoonoses, le Covid aujourd'hui, la Covid, Académie française, mais ça au féminin, la Covid aujourd'hui c'est quoi? C'est une zoonose. Une zoonose, c'est quoi? C'est le passage des barrières d'espèces de l'animal à l'homme. Et ces 50 dernières années, même si ça a déjà existé avant, mais ces 50 dernières années, il y en a de plus en plus. Ça vient du poulet, ça vient du porc, ça vient du singe, ça vient du pangolin. Donc, il faut quand même se rendre compte que la transition écologique et la transition écologique et donc forcément énergétique, mais pour une autre raison, elle est fondamentale et on n'a plus d'autre choix. On n'a plus d'autre choix. Celui qui voudra, et je félicite et je me réjouis d'être au milieu de collègues qui pensent et qui voient ça de la même façon. Prendre une autre option, c'est se laisser aller au fil du temps et être une victime là où on peut encore agir. Oui, on peut encore agir, même si la situation est assez désastreuse, on peut encore agir. Et là, j'en viens à votre question, et ça rejoint aussi ce que Mme Touras appelle de ses voeux et que la région a mis en place avec sa COP d'avance, c'est comment les territoires peuvent être de véritables laboratoires d'expérimentation. On attend en France, peut-être, j'ai pas mal voyagé, mais j'ai pas vécu à l'étranger, donc je ne sais pas, mais enfin, on attend beaucoup de la verticalité. Alors, voilà, presque on attend d'être contraint. Alors que localement, que ce soit à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité, nous, par exemple, Cœur du Var, on est 45 000 habitants, on est territoire labellisé zéro gaspillage, zéro déchet. Et depuis peu, on vient d'être labellisé économie circulaire. Donc, ça veut dire que localement, et notamment à travers le plan climat, air, énergie territoriale qu'on va mettre en place, à travers le plan alimentaire qu'on va mettre en place, à travers les circuits courts, à travers l'éducation, tu avais parfaitement raison d'en parler, l'éducation qu'on peut faire, le travail qu'on peut faire auprès des écoles, des familles, avec les foyers témoins, on peut très bien localement agir. Ça me rappelle une formule d'attaque à l'époque où j'étais encore plus actif. Il disait penser global, agir local. Mais bien faire admettre, et là c'est un peu nos collègues, enfin c'est difficile d'avoir l'air de donner des leçons, mais à nos collègues que les territoires peuvent être des acteurs fondamentaux de cette transition énergétique, de cette transition écologique, à condition de le vouloir, à condition de ne pas attendre toujours que ça vienne d'en haut, s'entourer, tu as raison aussi, s'entourer en France, un peu comme aux États-Unis ou dans tous les pays où il y a une espèce de dérive populiste. On ne croit plus aux élites, on ne croit plus aux scientifiques, on ne croit plus aux sachants.
C'est un peu dommage parce que c'est pas parce qu'on a été élu que du jour au lendemain, on devient un sachant. Donc, localement, voilà, mon message, c'est que les élus, ce n'est pas des territoires dortoirs qui doivent entretenir, ce n'est pas des réélections qui doivent assurer, c'est une pérennité de l'espèce humaine en acceptant et en s'obligeant à intervenir personnellement et sur leur territoire dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Merci de ce témoignage, Jean-Luc Langour. On va donc partir pour les Hautes-Alpes pour retrouver Pierre Leroy. Merci de votre patience, Pierre Leroy. Donc, on est avec vous à Puy-Saint-André, donc sur le domaine skiable, hein, pour situer pour nos amis de Serre-Chevalier, avec une commune qui présente la caractéristique d'être une commune parmi celles qui ont le plus grand dénivelé en France, hein, entre le point le plus bas et le point le plus haut de votre commune, il y a plusieurs centaines de mètres. Donc, vous avez des caractéristiques qui sont tout à fait particulières sur ce territoire. Et puis, vous êtes aussi le responsable, hein, d'un pôle d'équilibre qui comporte le Briançonnais, le Guillestrois, le Queyras, donc une large partie de ce territoire des Hautes-Alpes. Vous êtes arrivé dans notre région, hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent, un mot intéressant, vous pouvez écouter Pierre Leroy sur France Culture sur une émission d'1 heure, il raconte un peu comment il est arrivé à la politique, et il venait de Vendée avant de venir donc dans les Hautes-Alpes et de s'y installer. Donc parlez-nous de votre expérience de maire, de votre relation donc avec vos administrés, et puis de ce que vous mettez en place dans une commune qui a des caractéristiques donc si particulières et qui est confrontée aussi bien entendu au changement climatique. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Donc, en effet, j'ai été maire pendant 2 mandats. Je suis sur un territoire qui est à l'extrême de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à l'heure, vous parliez des mots, et c'est vrai que je suis plutôt méfiant sur l'usage des mots, le dévoiement des mots. On a eu le ministère de l'Environnement et on l'a vu, hein, ce qui s'est passé au niveau de l'environnement avec une perte de 60% de la biodiversité. On a eu le ministère de la transition, on a eu d'abord le ministère du développement durable et on a bien vu que ce développement n'était aucunement durable. Et aujourd'hui, on a le ministère de la transition écologique. Donc, c'est vrai que là, on est en attente de voir ce qui va se passer au plus haut niveau, dans le sens où, quand je suis au ministère régulièrement, ce que je dis, c'est que la transition écologique, c'est un concept, hein, qui vient de Rob Hopkins en Angleterre. L'objet, ce n'est pas de faire du greenwashing ou de la croissance verte. Ce n'est pas ça du tout l'objet. C'est de répondre aux besoins primaires des populations et de faire que nos territoires, demain, soient plus résilients. D'ailleurs, moi, je viens du domaine de la santé publique et j'ai toujours considéré que les soignants, en quelque sorte, les élus sont des soignants, dans le sens où ils tentent de prendre soin d'un territoire et d'une population. Donc, je pense que c'est vraiment l'enjeu. On a la solution dans les territoires. On est terriblement impacté. Là, dans le nord des Hautes-Alpes, pour vous donner une petite idée, au moment où il y a une augmentation de 1 degré de température, là, en zone de montagne, c'est 2 degrés. On est directement, très fortement impacté sur nos territoires. Donc, quand vous discutez avec le guide de montagne, il vous dit ça s'effondre de partout. On a eu une série d'effondrements entre le tunnel du Chambon, entre le pas de l'Ours, entre les glissements dans la Clarée. On a eu l'effondrement de la Meige, l'effondrement de la barre des Écrins. Donc, des effondrements géophysiques sont permanents avec la fonte du permafrost. Il y a eu encore là, sur un glacier très proche de Monétier-les-Bains, un effondrement il y a 15 jours. Donc, on le voit aujourd'hui, le permafrost fond et ça a des impacts considérables. Mais on l'a aussi dans notre vie au quotidien. Le berger de Puy-Saint-André me disait sous peu, j'ai plus d'eau dans les alpages. Comment on va faire demain? Et c'est le cas aussi du guide de montagne, du moniteur de ski, du vétérinaire qui voit toutes ces pathologies qui remontent le long de la Durance. Bref, on est dans nos vies directement impactés. Mais on sait faire. Et c'est ça qu'on souhaite expliquer, nous, en tant qu'élus local. Je suis content de revoir Jean-Claude Mensch. Hein, il est d'ailleurs dans le même ouvrage qui s'appelle « Ces maires qui changent tout » aux éditions Actes Sud, où il y a 6 maires de France avec une analyse critique de la transition écologique dans les territoires. Et Jean-Claude fait partie de ces maires, ainsi que moi, sur Puy-Saint-André. Pour vous donner quelques exemples, sur Puy-Saint-André, on a baissé de 75% la consommation d'eau potable. On est passé de 175 000 m3 à 40 000 m3. On a baissé de 30% la consommation d'électricité des services publics. Parallèlement, on a créé avec les citoyens
la première société d'économie mixte locale qui associait une collectivité et des citoyens. Et aujourd'hui, on produit. Les citoyens qui sont devenus près... actionnaires, donc, hein, pour ce que vous appelez la SEV. Hein, donc, finalement, c'est un mix de techniques économiques qui sont parfois considérées comme libérales, hein, une société avec des actionnaires, et avec donc cette participation à un outil qui vous permet d'avoir vous aussi votre autonomie énergétique. Voilà, donc au début, c'est né dans un petit village de 500 habitants avec un capital social de 100 000 euros. Ce n'était rien. Aujourd'hui, c'est une société où il y a une communauté de communes, il y a 3 communes, il y a des entreprises du BTP, il y a des familles, des citoyens, il y a des étudiants de 20 ans qui ont pris des actions. Et aujourd'hui, on a 20 centrales reliées au réseau qui produisent beaucoup plus que ce que consomme la totalité des habitants de Puy-Saint-André. Tout à l'heure, on parlait des déchets. On a baissé de 40%. 40% le tonnage d'ordures ménagères résiduelles. Nous étions à 12 200 tonnes sur 13 communes du Briançonnais. Aujourd'hui, on est en train de passer en dessous de la barre des 7 000 tonnes. Au passage, les économies générées, c'est 1 million d'euros par an. Donc, c'est vous dire que les enjeux écologiques, les enjeux économiques sont directement connectés. Et aujourd'hui, travailler sur l'écologie, c'est aussi travailler sur l'économie. On a planté plus de 7 000 arbres. On a créé une réserve naturelle régionale, d'ailleurs, avec la région de 600 hectares, où on travaille sur la biodiversité, où on fait des études scientifiques sur le site et on fait preuve de pédagogie auprès des citoyens pour leur faire comprendre l'impact de leur vie sur ce territoire. On a aussi pris un arrêté anti-pesticides. C'était le seul en France, dans le sens où c'était le seul en France avec la totalité de la surface communale, donc 15 km² sans pesticides. Il se trouve qu'on a été condamné par la justice parce qu'on n'avait soi-disant pas la compétence de prendre cet arrêté. En fait, on n'avait qu'un seul utilisateur de pesticides chez nous, c'est la SNCF. Donc, c'est le plus gros utilisateur de pesticides en France. C'est la raison pour laquelle on avait pris cet arrêté sur 200 mètres de ligne à Puy-Saint-André. En effet, il y avait l'utilisation de pesticides. C'est en train de changer. La SNCF, il travaille très fortement. On a installé des agriculteurs. Un mot peut-être sur les relations donc avec les personnes qui vous ont élus. Vous aviez fait un projet en y associant toute la population de Puy-Saint-André avec des boîtes aux lettres que vous aviez mises pour que les gens soient incités à vous déposer des projets. Vous dites vous-même qu'il n'y a pas eu forcément des choses extraordinaires qui sont sorties de ces idées-là, mais vous avez demandé à la population de contribuer à un projet pour la façon de vivre dans les 6, 12, 20 années prochaines. Comme le disent mes collègues, il n'y aura pas de transition écologique sans transition démocratique. Il est impératif que les citoyens reprennent le pouvoir aussi de dire quels sont leurs besoins primaires. En santé publique, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, redonner le pouvoir aux patients. Là, aujourd'hui, clairement, on l'a dit, mes collègues l'ont dit, on est dans une situation extrêmement délicate et précaire où, clairement, aujourd'hui, l'humanité est en danger. Donc ça, on le sait aujourd'hui. Donc le patient, c'est toute l'humanité. Et là, aujourd'hui, l'humanité doit décider de ce qui est bon pour elle. Donc pour nous, c'est très important d'associer la population. Donc, je suis président du pays Grand Briançonnais. Il y a 650 ans, il y avait la République des Escartons chez nous, en 1343. À cette époque-là, les gens faisaient preuve de solidarité. Ils faisaient ensemble, ils coopéraient. Et pour nous, c'est déterminant d'embarquer la population, d'embarquer le monde de l'entreprise, d'embarquer les collectivités dans cette aventure. Il faut casser les clivages. C'est ce qui caractérise malheureusement notre démocratie aujourd'hui. Il faut revenir sur du faire ensemble, sur une organisation qui soit différente et solliciter la population. C'est ce qu'on a fait, nous, sur le territoire énergie positive pour la croissance verte. C'est ce qu'on a fait sur le territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et ça donne des résultats qui sont impressionnants parce qu'on arrive à faire avec le monde de l'entreprise et les collectivités. Là, très récemment, on a réhabilité 62 bâtiments publics dans 26 communes. On a subventionné des vélos électriques à 500 €. C'est plusieurs centaines de vélos électriques qui ont été subventionnés sur le territoire. Et là, on a signé un contrat de transition écologique et solidaire avec l'État. On était un des premiers territoires de France avec 5 axes qui correspondent aux besoins primaires des gens. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent manger localement, bio, pas trop cher, en permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens veulent arriver à se chauffer décemment.
Moi, j'habite à 1500 mètres d'altitude quand même. Donc, les gens veulent arriver à se chauffer décemment sans consommer trop d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens veulent continuer à avoir du lien social, se déplacer, aller au travail, sans produire trop de CO2. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ces sujets-là sont fondamentaux. C'est là la transition écologique. C'est répondre aux besoins primaires des populations et leur permettre de changer de pratique dans leur quotidien. Et ça, on sait faire, encore une fois, les territoires savent faire. Je suis un des administrateurs de l'Association nationale des pays et PETR. On a les solutions. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de l'animation territoriale. Et aujourd'hui, malheureusement, au plus haut niveau de l'État, c'est un dogme. Aujourd'hui, on ne peut pas créer d'emplois pour animer les territoires. Sauf que tout à l'heure, je vous parlais de casser les clivages. Bien, réunir les gens, ça prend du temps. On a besoin de vrais gens, de techniciens, d'ingénieurs près de nous, qui nous accompagnent, nous les élus, pour pouvoir bouger les territoires. Et ça, c'est déterminant pour travailler sur cette transversalité et de permettre de changer les pratiques du quotidien. On a toutes les solutions, il suffit de s'y mettre tous ensemble. Parce que de toute façon, la seule solution, ça sera de faire ensemble. Merci Pierre Leroy. C'est ce qu'on va faire, s'y mettre tous ensemble pour maintenant débattre. Alors, je vais quand même vous donner les résultats du sondage, hein, enfin en tout cas le premier, parce qu'on va en ouvrir un deuxième. Hein. Je le découvre en même temps que vous. Hein, donc, les mots, il s'agissait de trouver un mot qui évoque cette transition écologique. Donc, j'ai durable, sobriété, responsabilité, évolution, indispensable, échelle, créativité, survie, équilibre, agir. Et puis, en fait, le seul mot qui revient deux fois, donc on va le retenir, hein, sauf erreur, Paloma corrigera hein, si elle a bien regardé tout ce qui est arrivé, c'est résilience. Voilà, donc c'est le mot qui apparaît finalement le plus de fois. On a aussi négawatt, hein, voilà, négawatt, sobriété, énergie renouvelable, changement de paradigme. Et une question sur le rôle un petit peu de l'école et la transmission, hein, Pierre Leroy terminait un petit peu là-dessus, le fait qu'on doit aujourd'hui essayer peut-être d'avoir ce dialogue avec, quand on parle d'école, sans doute les plus jeunes d'entre nous, qui sont aussi plus que concernés par ces questions. On va peut-être revenir pour ouvrir le débat sur ce premier point, qui est celui de la nécessité de discuter avec toute la population. Hein. Pierre Leroy disait que pendant ses mandats, il a réussi à faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble, s'écoutent, discutent. Comment est-ce qu'aujourd'hui on en arrive à des techniques de démocratie participative, comme on dirait, mais au-delà du terme, vraiment sur des opérations concrètes de dialogue entre les citoyens et vous, messieurs les maires? Frédéric Vigouroux. Et tout à l'heure de besoins primaires, il se trouve qu'à Miramas, on a développé depuis 2008 les conseils de quartier, toutes ces formes-là d'organisation sur lesquelles on les a dotés de moyens d'investissement, hein, ce qui permet d'avoir un lien direct. Je pense que l'association des décisions, elle se fait principalement d'abord quand on est clair, quand on se présente devant des habitants aux élections, on affiche un programme. Moi, il faisait 27 pages. On m'a dit que j'étais comme un fou parce que les gens ne disaient pas. On a affiché, on a dit vers la ligne où on voulait aller, le chemin qu'on voulait parcourir. Et bien sûr, comme tous les élus, je n'ai pas fait 100%. Donc, je dois tenir compte aussi de celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous. Mais il faut associer les habitants. Je viens il y a quelques jours de travailler avec la Commission nationale de l'évaluation des politiques publiques, et notamment sur l'aménagement du Fosse Salon, où il y a eu un dialogue qui est lancé et une discussion qui est lancée. Il faut aussi, dans ces débats, avoir l'humilité de dire que d'abord, nous-mêmes maires, on a appris beaucoup, parce que comme le disait mon collègue, c'est pas parce qu'on est devenu maire qu'on est spécialiste de tout. Et moi, je me méfie beaucoup de moi-même, d'abord avant de regarder les autres, parce que quelquefois, on a des idées préconçues et avec des rythmes différents. Sur lequel les habitants nous renvoient des impossibilités. Et il faut avoir le temps aussi de former nos habitants. Un budget communal, une orientation politique, on est tous les mêmes, on prend trop de temps entre la décision et le moment où le premier coup de pioche est donné. Mais il faut expliquer qu'il y a une rythme budgétaire, qu'il y a des règles aussi sur lesquelles il faut évidemment faire attention. Nous, on a par exemple closé l'ensemble de nos marchés publics, d'abord socialement, pour pouvoir faire travailler évidemment celles et ceux qui étaient loin de l'emploi, mais on est en train de closer aussi sur le plan environnemental avec tout ce qui est retraitement des déchets, tout ce qui est récupération des déchets dans la nouvelle construction. Donc, on monte tout cela. Donc, il faut l'expliquer. En fait, il faut une transparence. C'est ça de quoi on parle. Les habitants peuvent venir discuter avec vous dans toutes les réunions publiques que vous faites, mais il faut avoir la transparence des données en permanence et expliquer et former aussi nos citoyens. Parce que si nous voulons qu'il y ait des citoyens actifs,
il faut aussi leur donner les clés de la discussion. Parce que vous mettez 10 maires dans une salle, au bout de 20 minutes, personne ne comprend autour. Hein, parce qu'on va commencer à parler de la péréquation, on va parler de tout ça. Et le collègue du Briançonnais, et je le salue parce que je vais quelquefois, souvent dans sa région, et notamment à Monetier, où je marche, j'essaye de maigrir et c'est très dur. Mais pourquoi on va là-bas aussi? On va là-bas aussi pour prendre évidemment l'air. Mais ce que je veux lui dire, c'est que en tant que maire localement, je lui dis qu'il y a un gap entre les spécialistes, je ne parle pas de lui, hein, et tout ce qu'on entend au point de vue national, etc., et l'explication locale. Les gens sont surabondés d'informations. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de l'ingurgiter, ils n'en font pas forcément le tri. Et nous, on se retrouve avec des sujets quelquefois où dans une réunion, vous avez quelqu'un qui est extrêmement compétent et personne ne comprend rien, quoi. Et la difficulté, c'est de ramener sur une chose. Alors moi, je ne fais pas du populisme, on s'en fout parce que je ne suis pas pour ça, mais j'en reviens aux enfants, je suis pour l'explication pédagogique. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Nous avons besoin d'argumentaires qui soient transmissibles. Tout le monde n'a pas accès à cette information pédagogique. Quand vous avez des enfants dans les écoles qui sont en surpoids, vous êtes obligé de travailler à l'intérieur de la maison et pas uniquement dans la question de les faire manger le midi quand c'est le seul repas de la journée. Donc, il faut aussi qu'on adapte notre rythme en fonction des situations locales, en fonction des populations que l'on a, en fonction des attentes qu'ils ont. J'entendais des attentes tout à l'heure sur je prends ma voiture pour aller tout seul. Eh bien, pourquoi? On va lui expliquer que ce n'est pas toujours évident de faire des transports, mais c'est surtout celui qui… Et en ce moment, on vit une crise économique qui va être d'une violence inouïe. Hein. Tout le monde le sait. Hein. Moi, je vois déjà les chiffres s'envoler. Et donc, il va falloir trouver aussi des solidarités locales, des emplois locaux. Je crois beaucoup à l'économie circulaire. Je crois beaucoup à l'économie de l'échange. Je pense qu'il y a des échanges entre communes, chose qui n'est pas simple quand on a nos clochers et qu'on regarde toujours le maire qui fait mieux à côté. Il va falloir échanger là-dessus et essayer de trouver cette économie qui ne peut pas être une économie comme j'ai connu il y a fort longtemps. On l'appelait économie sociale et solidaire. Elle marche, mais elle ne peut pas être une économie uniquement subventionnée à 100% parce que nous n'en avons plus les moyens. Il faut donc, comme notre copain du Briançonnais, travailler sur des outils modernes, des outils qui existent et qui permettent aux gens de s'investir pour ceux qui le peuvent, et aux autres d'être accompagnés pour pouvoir s'investir demain. Merci. Alors, d'abord, moi, je voulais vous remercier sur un point, c'est d'avoir dédramatisé tous les sigles, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais vous les avez tous complètement expliqués. Donc déjà, parce que c'est souvent un obstacle, hein, tous ces sigles et ces acronymes. Donc déjà, j'ai l'impression que pendant cette réunion, on n'en a pas utilisé beaucoup, et je vous en remercie. Avant de repasser la parole à Jean-Luc Longour, je lance un deuxième sondage. Voilà. Hein, donc, selon vous, quel serait le principal frein rencontré par une collectivité pour se lancer dans la transition écologique? Vous aurez le droit de nous donner votre avis, hein, messieurs les maires. Le choix 1, ce serait un manque de moyens humains et financiers de la collectivité. Le frein 2, c'est un manque d'intérêt de la majorité de la population pour ce sujet, donc on vient d'en parler. Le frein 3, un manque de connaissance de la collectivité sur le champ des possibles. Et le choix 4, le sentiment de ne pas savoir par où commencer. Donc voilà, vous nous direz un peu ce que vous pensez de ces questions. Je rebondis sur ce que disait Frédéric Vigouroux avec vous, Monsieur Longour. Bon, on parlait d'expérimentation tout à l'heure, vous avez parlé de laboratoire, il y a cette notion aussi d'évaluation qui paraît importante. Tout ça, c'est aussi des contacts avec la population. Alors peut-être dans une deuxième phase, comment est-ce que vous vous organisez au Canet des Morts pour respecter un peu cette ville à vivre et cette notion d'agir plutôt que subir que vous nous avez indiqué tout à l'heure? Il faut embarquer, le terme a été employé, la population. Comment vous faites des temps de passage pour leur expliquer que ça a été fait ou que ça, on n'a peut-être pas pu le faire parce qu'on n'avait pas les sous ou bien parce que ça répond à d'autres exigences? Alors tout d'abord, si je devais répondre à votre sondage, j'aurais coché toutes les cases, moi. Et ben voilà. Alors ça, on n'a pas le droit. Hein, Bon, tant pis alors. En tout cas, effectivement, pour qu'un projet avance, et surtout quand on est au cœur d'un moment aussi important de l'humanité, il faut absolument agréger les consciences. Et ça, si je devais malgré tout choisir dans les 4 points, je dirais que le principal frein ou la principale difficulté, c'est ce chemin pour agréger les consciences, conscientiser, comme on dit, enfin faire prendre conscience à la population de la gravité de la situation qui nous conduit aujourd'hui à rentrer sur ce chemin de la transition écologique. Parce qu'on a beaucoup d'incrédules localement.
dans nos collègues, tu l'évoquais tout à l'heure, et puis on voit bien au niveau international, quoi. Alors, on voit bien au niveau international que ceux qui prennent le pouvoir, que ce soit aux États-Unis, je vais me faire que des amis là, mais au Brésil, en Hongrie, c'est beaucoup plus facile de dire que tout ça c'est une invention ou bien que ça vient des Chinois, ou bien que c'est beaucoup plus facile. Donc cette agrégation des consciences, concrètement, nous, on a fait un agenda 21. Comme le disait mon collègue, les comités de quartier, bien sûr. Et surtout, ce à quoi je crois beaucoup, c'est l'implication. Alors, l'implication, pour parler des jeunes têtes blondes, il y a tout le travail qui est fait dans les écoles. Et là, il est certain que, par exemple, on a travaillé sur le zéro gaspillage à la cantine. Eh bien, les enfants font… j'ai déjà eu des parents qui sont venus me dire qu'à cause de moi, ils étaient obligés de faire plus attention à la maison parce qu'il y avait trop de gaspillage alimentaire à la maison. Donc, je crois beaucoup, et notamment à Cœur-du-Var comme au Canet-des-Morts, ça fait déjà 12 ans qu'on travaille sur cette éducation aux plus jeunes. Il y a 12 ans, et si on prend ceux qu'on avait pris au primaire, ils sont adultes maintenant. Et pour eux, c'est devenu naturel de trier, de recycler et de ne pas gaspiller. Donc, les écoles et dans l'implication de la population, je pense aux foyers témoins, par exemple, c'est-à-dire ces foyers qui s'engagent dans l'exemplarité du tri à la maison et qui font que leurs poubelles grises, celles qui restent une fois qu'on a tout trié, eh bien qu'ils soient 4, ils la sortent une fois par mois. Donc, il y a les foyers témoins, il y a les commerces engagés aussi. Les commerces engagés, c'est des commerçants qui s'engagent à lutter aussi contre le gaspillage et à aussi le faire valoir auprès de leurs clients. Donc voilà, mon collègue a cité aussi d'autres exemples. Je crois qu'il faut impliquer les gens. Alors, la pédagogie, tu as tout à fait raison. Il y a 2 façons d'apprendre, me disait un de mes maîtres, c'est rabâcher, tu l'as dit, ou exercer. Ce qui revient au même, parce que quand on exerce, on rabâche beaucoup. Donc, ça… Au bout, c'est la même chose. Mais effectivement, il y a cette pédagogie assez théorique, assez littérale, assez littéraire. Et en même temps, venez participer en impliquant directement la population sur des gestes relativement simples et relativement abordables. Alors Jean-Claude Mensch, vous qui êtes élu sur 6 ou 7 mandats, je crois que c'est votre 7e élection, hein, et je le disais tout à l'heure, vous avez été élu depuis 30 ans. Qu'est-ce qui a changé par rapport au moment où vous êtes devenu maire la première fois dans ce contact avec la population, dans ces discussions que vous devez avoir? Je disais tout à l'heure en vous taquinant, il y a peut-être des notions d'affichage. On voit quand on regarde ce qui se dit sur votre commune que vous avez des opposants qui disent le maire, il en fait beaucoup. Il fait beaucoup d'affichage, etc. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un rapport avec la population qui vous permet de mettre vraiment en exergue toutes ces problématiques de développement durable, de transition énergétique et d'avancer sur ces sujets? Vous savez, le rapport avec la population, il existe un bon rapport à la population, il existe depuis le premier mandat. C'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à parler de développement durable, de transition environnementale, d'action sur l'énergie renouvelable, c'est là que les choses ont commencé à se corser. D'autant plus que les mandats s'ajoutant, l'usure du pouvoir et puis l'opposition qui voulait la place du calife. Donc, tout ceci a été le ferment d'une opposition qui s'est créée sur ces bases-là. Donc le développement de la démocratie participative chez nous, c'était une question de méthode. Si auparavant, le lien social était bien établi avec la population à travers le monde associatif, voilà, donc c'est quand même 50 ans d'une fête du cochon qui draine quelques 10 000 personnes et avec 300 à 400 bénévoles qui s'activent toute l'année et qui est une véritable symbiose avec le conseil municipal qui lui-même met la main à la pâte. Donc avec un soutien aussi à la Maison des Jeunes et de la Culture, qui est une maison qui a été construite et qui avait plus d'adhérents que d'habitants de la commune. Voilà, tout ceci, ça a contribué à un lien social important qui a sans doute créé un capital confiance pour aller mieux vers la transition énergétique puis écologique par la suite.
Ceci dit, donc je parlais d'une question de méthode, il a fallu quand même intéresser les gens et les sensibiliser plutôt à cette notion de transition. Et voilà, nous avons engagé une démarche de démocratie participative avec la création de conseils actifs, donc, qui sont essentiellement composés de la société civile, qui est tout à fait ouvert, à part la signature d'une charte citoyenne, hein, de bonne conduite en quelque sorte. Et donc la création d'un jury citoyen qui est chargé d'évaluer l'ensemble des propositions qui sont faites par les conseils participatifs. Mais aussi là, nous sommes à l'intérieur d'un domaine qui suppose que les gens s'investissent dans le débat, dans la réflexion, dans le débat contradictoire aussi. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent s'investir dans des chantiers. Donc, on a créé des chantiers participatifs qui sont aussi créateurs de liens sociaux. Donc, par exemple, des plantations, hein, mon collègue Pierre, il parlait de 3 000 arbres, on est 1000, je pense que nous sommes à 3 ou 4 000 voilà, de plantations. Tout ceci à travers des chantiers citoyens, ainsi que l'isolation des bâtiments, la création d'un parc champêtre, etc. Donc, beaucoup d'implications citoyennes manuelles. Et ça crée aussi du lien social et ça permet de faire participer la société donc d'être sensibilisée à la transition écologique. Autre point, c'est que lorsque nous réalisons, par exemple, un festival éco-équitable tous les ans, maintenant ça fait 15 ans, cette année, malheureusement, il a été supprimé pour raison de Covid. Ce sont des associations classiques comme le football, le handball, la maison des jeunes qui sont la cheville ouvrière de l'organisation de ce festival, ce qui permet de les sensibiliser à la question écologique. Voilà, donc c'est toute une série d'actions ainsi qui vont vers la participation. En réalité, c'est l'implication du citoyen, la responsabilisation dans le cadre d'une démocratie en permanente construction. Je ne dis pas que tout ceci fonctionne à merveille tout le temps. Il y a des hauts et des bas. Ce sont centaines de personnes qui s'investissent ainsi durant l'année, ponctuellement, pas tout le temps non plus. Et ça reste toujours une minorité agissante qui permet aussi de faire prendre conscience à tous les autres de l'intérêt de rentrer dans cette transition écologique. Merci. Merci voilà. Jean-Claude Mensch. Alors, plusieurs commentaires hein, qu'on voit arriver donc, quand on regarde les dialogues sur le Zoom. Il y avait cette notion, on en a parlé, hein, de l'école, du savoir, de la transmission. Hein, ça apparaît dans beaucoup de vos commentaires. Il y a aussi autre chose, et je voudrais peut-être interpeller Pierre Leroy sur ce sujet, concernant la verticalité. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans vos propos, c'est quand vous avez dit on est parti de projets qui ont été conçus dans le village, dans la commune, et puis après, par exemple, sur le projet de la société qui gère donc l'énergie, on a associé après la communauté de communes, ou en tout cas l'intercommunalité du Briançonnais qui est venue après. Donc là, c'est un exemple un peu inverse de ce qu'aujourd'hui on critique beaucoup à la fois dans les médias et peut-être dans la société française, qui est ce problème de verticalité qui ressort beaucoup dans vos questions et qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Pierre Leroy, avec l'exemple concret que vous avez donné tout à l'heure en fait? Déjà, moi, j'ai commencé chez moi. Donc, je pense qu'en effet, tout le monde doit faire sa part. Ma maison produit 3 fois l'énergie qu'elle consomme. Elle avait gagné le 2e prix des maisons économes en énergie en France, c'était en 1995. Et donc, je pense que tout est possible à tous les niveaux et tout le monde doit participer. Vous parliez tout à l'heure des jeunes et des enfants. Demain, je suis en visioconférence avec les lycéens de Briançon. Tous les ans, je suis avec des collégiens, avec des lycéens. Des réunions publiques, j'en ai fait 58 sur les déchets, je crois, 59 réunions publiques sur les déchets pour pouvoir aller au contact des gens. Mais je voulais revenir sur ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. Moi, ce qui me semble primordial, c'est de faire. C'est-à-dire d'utiliser ses mains, d'utiliser avec les citoyens. Les citoyens, ils ont perdu l'habitude du commun, l'habitude du faire ensemble. Nous, on a des canaux d'arrosage qui traversent notre territoire, qui datent de certains d'il y a 1500 ans, certains. En 2008, je me souviens, il y avait 7 personnes qui participaient à la fameuse corvée du canal pour entretenir le canal.
L'année dernière, il y avait 75 personnes. On a fait aussi, on a récupéré 42 hectares de terre de biens vacants, 42 hectares gratuitement. Et on a dit aux citoyens, voilà, on va vous former à la taille des arbres fruitiers, à la greffe des arbres fruitiers, et après on vous donnera 2 hectares. Mais c'est à vous de faire. Nous, on a l'idée, ça ne sera un projet que si vous vous en emparez. Est-ce que vous allez prendre ça en main pour faire? Ce n'est pas la commune qui va faire. À vous de vous organiser. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a perdu ce chemin-là. Et Jean-Claude en parle très bien. À Los Angeles, c'est pareil, hein, c'est chez Jean-François Caron, dans le Pas-de-Calais. Il faut réussir à réorganiser ce travail ensemble. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est les comités des fêtes, c'est toutes ces associations dont mes collègues parlaient. Il faut de nouveau réunir les gens pour faire. Il ne s'agit pas de discuter, de débattre. Il faut se lever les manches et puis aller fabriquer ensemble, aller retourner la terre ensemble, aller construire une murette ensemble. C'est ça qui fait du faire ensemble et c'est ça qui participe à la transition. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas être dans le discours, c'est d'arriver à embarquer les gens dans des choses très concrètes du quotidien qui les touchent tous les jours. Et encore une fois, ça se fait sur du long terme. Alors, moi contrairement à Jean-Claude, j'ai décidé de ne plus être maire parce que j'avais fait 2 mandats et je suis pas favorable au cumul des mandats dans la durée. Par contre, je suis encore adjoint de cette commune. J'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de prendre ma place et ça crée de nouvelles dynamiques aussi. Ça relance aussi une autre vision des choses, une autre vision du monde. Et je pense qu'on a besoin de former des gens. On a besoin de s'épauler mutuellement pour pouvoir prévoir la résilience de demain. Parce que ça, l'enjeu, il est là. Hein. Comment demain, sur nos territoires, avec le foncier qu'on a, avec l'eau qu'on a, avec les moyens qu'on aura construits sur la durée, comment on va pouvoir faire face aux chocs qui nous attendent. Et ça, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible, on sait le faire. On va reprendre la question sur la verticalité. Hein. Frédéric Vigouroux me disait que de toute façon, lui, il va y répondre. Mais en effet, peut-être vous la reposer et puis surtout vous donner les résultats du sondage. Comme ça, Pierre, c'est vous qui allez le commenter le premier et puis les 3 autres maires le feront. Le frein principal, c'est assez équilibré, hein, mais quand même, c'est avant tout un manque de connaissance de la collectivité locale sur le champ des possibles. Et je sais que vous avez souvent, Pierre Leroy, dit que quelque part, le maire, on lui demandait de plus en plus de connaissances, d'être un véritable pic de la Mirandole sur tout un tas de sujets et puis d'être un expert en droit, d'être un expert en beaucoup de questions. Alors, reprenons la verticalité, hein, si vous voulez bien, juste un petit mot là-dessus. Et puis peut-être aussi cette question sur le total des connaissances que vous devez avoir. Là, vous dites que vous êtes premier adjoint désormais. Bon, vous êtes 11, hein, je crois, au conseil municipal dans votre commune. Il faut se répartir les compétences. Comment vous faites et comment aujourd'hui on peut dire aux gens, mais finalement, on a un certain nombre de messages à vous faire passer alors qu'il faut être spécialiste de plusieurs sujets. En effet, hein, c'est le cas de la France. Hein. On veut que les maires soient compétents, disponibles, responsables de tout et bénévoles. Et puis on le voit, Jean-Claude pourrait en parler mieux que moi, mais au fur et à mesure des dizaines d'années, moi je l'ai vu ces 15 dernières années, où les compétences qui sont nécessaires quand on est maire deviennent extrêmement complexes. Et ça devient pas simple. Ça veut dire qu'il faut en effet des rotations, il faut former. Nous, on a changé la moitié des élus à chaque mandat pour que d'autres gens puissent, à notre contact, se former, avoir de l'expérience pour pouvoir changer les choses. Au sujet de la verticalité, tout à l'heure, je l'ai dit, on a le pouvoir de faire. C'est-à-dire qu'on utilise les lois en permanence. Des fois, moi, j'entends des maires qui disent on ne peut pas faire. Moi, je suis surpris, hein, parce qu'à l'issue du premier mandat, on s'est rendu compte qu'on pouvait transformer le territoire. On a les outils pour faire. Il nous manque évidemment du temps. Parfois, il faut se former. Il faut aller au contact des autres. Donc, moi, Jean-Claude, ça fait longtemps que je le suis. Los Angeles, c'est pareil, mais je suis allé au Vorarlberg en Autriche, parce qu'ils ont 35 ans d'avance. Donc, il faut aller au contact des autres, il faut essayer d'apprendre des autres. Après, la verticalité, moi, je n'ai pas la sensation de la subir. Nous, en tant que pays Grand Briançonnais, on est à la disposition des communes et des communautés de communes pour changer.
Donc, on est là pour les aider à faire, en particulier les petites communes qui ont moins d'ingénierie territoriale. Donc, nous, on a du personnel, on s'est battu pour ça, pour pouvoir monter des projets, que ce soit les projets européens leaders, que ce soit le contrat de transition écologique et solidaire. On a des techniciens qui aident les citoyens, les entreprises, les collectivités à monter du projet sur la transition. Les gens viennent nous voir et on monte le projet avec eux. Et ça fonctionne. Je n'ai pas la sensation de subir cette verticalité. Alors, Frédéric Vigroux, on va reprendre ces questions, cette notion de verticalité. Puis moi, je voudrais qu'on en vienne juste, puisqu'on est pratiquement à la fin de notre réunion, sur les moyens dont vous disposez. C'est vous qui avez parlé de fiscalité tout à l'heure. Hein, et on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai débat sur toute la transition écologique et énergétique, sur la notion de fiscalité. Et souvent, on dit de fiscalité punitive. Hein. On voit bien là, dans les 150 propositions de la Convention citoyenne, il y a beaucoup de choses qui consistent à interdire. Hein. Pas de voitures avec des charges importantes. Donc, on met une taxe sur les véhicules à la masse. Pas d'avion à l'intérieur du territoire. Pas de ci, pas de ça. Bon, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut agir ? Et alors, évidemment, comme je sais que vous voulez répondre avant tout sur la question de la verticalité, un mot là-dessus, mais comment est-ce que vous pouvez agir? Quels sont les leviers dont vous disposez aujourd'hui? Parce qu'il faut bien avoir de l'argent pour faire tout ça aussi. Dans votre questionnaire, il y avait beaucoup de questions que mon collègue indiquait tout à l'heure qu'on pouvait tous cocher, l'argent, l'engineering, la connaissance, tout ce que vous voulez. Moi, je mets en face de cela le bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, la question pour nous, ce n'est pas la verticalité. J'entends souvent, quelquefois, mes collègues critiquer en permanence l'État. Je leur dis toujours avec humilité, sur certains sujets, ils ont raison. Sur d'autres, non. Et notre collègue du Briançonnais, qui n'est plus maire, mais qui est quand même adjoint, il a raison. On a quand même beaucoup d'outils à disposition. Se pose évidemment une question de logique, de bon sens quelquefois. Des textes peuvent se contredire. Et c'est pour ça que les maires sont devenus maintenant tous spécialistes du grand oral de Sciences Po, renforcés par l'ENA, parce que quelquefois les textes que nous écrivons peuvent être compliqués. Et dans la fiscalité particulièrement. Je donne toujours cet exemple parce qu'il a été colossal pour moi et un débat avec l'État, y compris avec des gouvernements auxquels j'y croyais. Quand ils ont créé la péréquation, j'ai réussi ce tour de force à avoir sur ma commune une DSU, dotation de solidarité urbaine pour les villes les plus pauvres, d'1 600 000 €. Et parce que je suis dans un territoire entre guillemets riche et parce que ce territoire me soutenait, eh bien, je devais payer un impôt d'1 700 000 € au titre de la solidarité pour d'autres communes. Quand on est capable de créer ce genre de règles en changeant un tout petit truc qui est, au lieu des ressources fiscales par habitant, devenues les ressources financières des communes, eh bien, on est capable de générer derrière des choses absolument abominables. Mais quand on est élu, c'est pour faire. Et quand on fait, on utilise les outils qu'on a. C'est ça que j'appelle le bon sens. Donc, bien sûr qu'il faut taper à la porte de celles et ceux qui bougent. Moi, je le note. Depuis des années, la région avait bougé, mais je note que sur la COP d'avance et le projet que vous avez mis et l'arbre, on a une engineering et des gens qui nous écoutent et qui avancent et qui financent des projets. Nous avons aussi le département qui y participe et nous avons l'État. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que je crois beaucoup à l'intelligence collective. Il y a une façon de voir les choses. Est-ce qu'une commune, même de 30 000 habitants, est capable aujourd'hui de pouvoir recruter des gens performants? Je le fais au détriment d'autres choses, parce que je n'ai qu'un petit budget. Mais est-ce que des communautés de communes ou des associations de communes peuvent créer des outils communs? Alors, Briançonnais, je suis heureux de le savoir. Dans notre grande métropole Aix-Marseille, il y a des gens de très grandes compétences, mais la massification de cette métropole fait qu'on a du mal à dégager des expérimentations locales. Et donc, il faut laisser de la respiration locale. Et ce que j'appelle le bon sens, c'est qu'on trouve des solutions. Et je dis à mes collègues, voyagez. Alors, peut-être pas aux États-Unis, parce que même si Rob Hopkins est venu à Miramas, mais soyez clairs. Il y a à Bègles, par exemple, sur la partie logement, des choses tout à fait intelligentes qu'il faut aller voir. Il y a dans des régions de l'Île-de-France des gens qui ont avancé. Dans l'Est de la France, il y a des gens qui ont beaucoup avancé.
Et dans le Briançonnais, la prochaine fois, je n'irai pas que marcher, j'irai visiter ce syndicat qui développe des activités. Mais nous, par exemple, je vais vous donner un seul exemple pour vous montrer la verticalité. Bien sûr que nous aurions voulu développer des ressources énergétiques sur ma commune, d'autant que comme j'ai beaucoup de logements sociaux, j'imaginais que sur les toits des logements sociaux, je pouvais faire du photovoltaïque et faire en sorte que les premiers qui bénéficient de cela soient ceux qui habitent dans les logements sociaux. Et pour des histoires d'assurance, pour des histoires de qui appartiendra qu'eux et que les toits vont être fissurés, je n'ai pas réussi à la faire. Et comme ma commune n'est pas pour l'utilisation de terres agricoles pour mettre du photovoltaïque, je suis coincé encore sur cet aspect. Bientôt, je trouverai la solution avec mon adjointe qui est là, qui est formidable, où on va essayer de trouver des solutions. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en permanence, bien sûr, on peut avoir des échecs. Je le dis à ceux qui nous écoutent. Oui, on peut avoir des échecs. Mais sur la totalité de ce que vous allez faire, eh bien, il y aura des réussites. Que ça soit pour le commerce local. Moi, j'en ai 25 qui ont été construits alors qu'on était une ville soi-disant dortoir. Tout ça en mettant en place ce qu'on appelle les minimis, c'est-à-dire une capacité de les aider pendant 2 ans financièrement. Mais nous avons aussi des résultats sur l'économie circulaire. On veut mettre en place la récupération du BTP. Pourquoi? Parce que je suis à un dossier en rue de 280 millions d'euros. Nous allons détruire des logements qui sont absolument insalubres pour en reconstruire de façon plus intelligente. Donc, on a une masse de déchets sur lequel, eh bien, ce n'est pas des déchets, c'est de l'argent. Voilà, je le dis, ce n'est pas des déchets, c'est de l'argent. Donc, il faut absolument qu'on utilise ces déchets pour les réutiliser. Toutes ces solutions, elles existent. On n'a pas forcément toujours gagné, mais on avance. Et enfin, ma dernière chose, parce que je veux le dire depuis tout à l'heure, ça me trottine dans la tête, peut-être aussi parce que j'ai aussi une philosophie politique qui est la mienne, mais je veux dire à toutes et tous que ceux qui souffrent le plus du dérèglement climatique et des problématiques d'environnement sont les seuls, sont les mêmes qui souffrent socialement. Ne croyez pas que ceux qui vivent dans les logements sociaux ne sont pas touchés par rapport à cela. Oui, ils le sont touchés par le prix de l'énergie, par tout un tas de choses, par la malbouffe. Ils sont touchés plus que les autres. Et dans le Covid, ce qui est apparu, mais de façon absolument éclatante, c'est que ceux qui ont le Covid ou ceux qui ont vécu le Covid et qui habitaient un logement avec un jardin, ceux-là ont moins souffert que ceux qui étaient dans des appartements sans balcon. Et ce que j'ai dit à l'ANRU, ce que j'ai dit à l'État, c'est que je vais revoir mon projet pour qu'on puisse mettre des balcons. Je le dis à la région, il faut qu'on mette des balcons pour qu'il y ait une vie aussi, parce que ça va se reproduire. Et je vous le dis clairement, ceux qui vont souffrir les premiers, qui souffrent les premiers, sont ceux qui ont des besoins évidemment sociaux les plus forts. C'est vers eux qu'il va falloir d'abord penser, évidemment, et de faire évoluer les choses. C'était un peu mon message que je voulais délivrer. Merci, merci beaucoup, Frédéric Vigouroux. Alors, je vais reprendre un peu ces questions-là avec vous, Jean-Luc Longo, et puis notamment parce que je n'ai pas rebondi tout à l'heure, je me suis dit, il y a un moment où je vais lui poser la question, c'est comment est-ce que vous avez fait venir ces commerces? Vous disiez un commerce quand je suis arrivé, puis maintenant, il y en a 18. On parle toujours de la difficulté des centres-villes, et les centres-villes, c'est la proximité, c'est le fameux dernier kilomètre, mais c'est aussi pour beaucoup de gens le fait de ne plus être obligé de prendre leur voiture pour aller faire leurs courses. Donc, c'est des choses qui ont un rapport avec le développement durable et avec la transition énergétique. Comment est-ce que vous avez fait, alors qu'on se dit, et notamment dans notre région, que le centre-ville des villes moyennes, c'est un des problèmes principaux économiques, sociaux et même donc en matière de transition énergétique? Oui, tout à fait. Eh bien, déjà, nous, dès 2007-2008, dans le programme, comme l'a annoncé mon collègue, il faut aussi annoncer les choses et s'y tenir, même si les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais nous, enfin, il a l'air, je ne connais pas bien, mais il a l'air très engagé. Moi, ça me plaît. J'aime ceux qui y croient comme ça. Et donc là, nous, dès 2007, on a parlé de développement durable et on a voulu reconstruire autour de la gare parce qu'on est 4500 habitants, mais on a la chance d'avoir une gare. Et cette gare d'année en année, parce qu'on a laissé de plus en plus de place à la bagnole Rennes, il y a eu de moins en moins de monde et que du coup, bientôt, on allait fermer la gare, quoi. Donc, on a décidé, comme ça s'est toujours fait. Alors, on m'a traité d'archaïque au départ, mais moi, j'ai toujours pas d'autres, je vois pas encore une fois, d'autres modes de vivre ensemble que de recommencer à faire des lieux de rencontre autour de commerce, autour de lieux publics comme les gares, autour de parcs publics. Alors déjà,
on a dit que le point, la lumière vers laquelle il fallait aller, c'était la gare, reconstruire autour de la gare. Et après, on a recommencé à faire un peu l'écrin, parce que comme ça s'est dégradé au fil du temps, c'est souvent le problème des centres-villes. Et comme ils sont pas, il faut bien que ça commence à un moment donné le cercle vicieux. Il faut le bloquer et redémarrer sur un cercle vertueux. Donc là, déjà, nous, on n'a pas cherché à mettre des commerces dans un espace qui n'était pas accueillant. On a commencé à refaire l'espace, à le reconquérir en termes de déambulation, en termes de trottoirs, en 12 ans, par exemple, on est passé de 0 fleurs à 3 fleurs. Toujours dans le cadre de ces villes à vivre. Et alors, c'est bien que les gens sont revenus en ville. Alors, comme ceux qui voulaient faire des commerces ont vu qu'il y avait un peu de gens en ville, ils se sont installés. Et comme un commerce s'est installé, les gens qui venaient en ville, on a informé les autres, qui leur ont dit, venez, il y a quand même un peu plus qu'avant. Et comme les commerces qui pensaient s'installer ont vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait, voilà, c'est ça le cercle vertueux. C'est pas que des vendeurs de téléphone ou de cigarettes non, boucherie, poissonnerie, on vient d'ouvrir une fromagerie, crèmerie, on en a une quinzaine comme ça. Et je crois qu'il faut oser lutter. Moi, j'aime l'engagement de mon collègue, là, parce que des autres aussi, pardon, je vous sens bien, mais on est plus loin là. Faut oser y croire. Et ça me fait penser à ce concept de résilience là. Moi, je le connais depuis un peu de temps parce que, en tant que profession médicale, parce que c'est un concept qui a créé Boris Cyrulnik. Et c'est une adaptation un peu réactive, certes, mais un peu genre je le subis, donc je vais m'adapter. Alors, bien sûr. Mais si on veut pouvoir agir encore plus, il faut y ajuster la résistance. C'est-à-dire, je ne fais pas que subir, c'est que nous, on est capable de faire changer les choses à condition de vouloir résister. Ensuite, je voudrais rapidement répondre à votre question sur la frugalité. Effectivement, quand vous voyez que ce que produit la planète est épuisé pour nourrir 7 milliards d'individus dès le mois de mai, on va être contraint. Ce n'est pas parce qu'il y a des délirants comme Elon Musk qui pensent qu'on va pouvoir mettre une autre Terre sur Mars ou sur la Lune que pour l'instant, la planète bleue, il n'y en a qu'une. Donc oui, il va falloir. Par contre, ce n'est pas forcément punitif. Et là, ils ont tous raison, mes collègues. L'écologie, ce n'est pas forcément punitif. C'est créateur de richesse, c'est créateur de bien-être et c'est créateur d'avenir par rapport aux populations. Donc oui, peut-être un peu de frugalité, surtout pour lutter contre le gaspillage. On a surtout beaucoup gaspillé. Merci. Alors, comme on est des gens très polis et très accueillants en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a laissé à notre invité le mot de la fin. Donc, Jean-Claude Mensch, peut-être une petite conclusion depuis l'Alsace et depuis cette très belle commune dont vous êtes maire. Votre sentiment sur ces discussions, puisque vous êtes un peu le doyen de toutes ces personnes qui interviennent en situation d'être maire depuis 30 ans, comment vous voyez la suite et ce genre de débat, comment il faut les faire évoluer dans l'avenir à votre avis? Écoutez, moi je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette table ronde, puisque pour moi c'était intéressant de voir qu'il y a des maires qui s'investissent réellement dans cette démarche de la transition écologique. Donc, je remarque aussi qu'au fil du temps, il y a une prise de conscience qui s'est généralisée. On l'a vu, les derniers votes des municipales ont montré qu'il y a une poussée verte dans le pays. Donc, ça suppose qu'il y a une prise de conscience. Enfin, mais est-ce qu'elle est suffisante dans la mesure où, je vais rebondir sur la question de la verticalité, dans la mesure où, effectivement, moi, verticalité, je vois le rôle de l'État, le rôle du gouvernement qui laisse à désirer de ce point de vue-là. La Convention citoyenne où rien, ou quasiment rien, rien de positif n'est appliqué. Donc, verticalité, oui, effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de soutien, plus de subsides de l'État, moins de tracasseries administratives. Mon collègue Frédéric, il parle d'assurance par rapport au photovoltaïque sur les toits, etc. Mais tout ça, ce sont des tracasseries administratives, c'est l'administration qui, on croule sous la réglementation et qui nous empêche, je vois dans ce domaine-là le problème de la verticalité.
donc, et qui nous empêche, nous, sur le terrain, d'avancer correctement, rapidement, hein, pour répondre aux besoins des gens et pour aller vers le bien-être. Donc, la transition écologique, pour moi, c'est effectivement une source de bonheur. Il n'y a rien de punitif là-dedans. Il n'y a que la création de liens sociaux, il n'y a que la mise en avant des valeurs. Voilà, on parle beaucoup d'énergie, effectivement, mais les valeurs humaines sont essentielles dans ce domaine-là, les valeurs qui s'appuient sur l'émotion, sur le sentiment, sur les spiritualités, je ne parle pas de religion. Voilà, toutes ces notions qui ont été abandonnées au profit d'un seul système, d'une seule considération, d'une seule valeur, le Dieu de la consommation. Voilà, donc s'affranchir de cette consommation outrancière, c'est être moins dépendant et être plus libre. Donc, on applique là vraiment la devise de la République française, liberté, égalité, mais qui répond à jamais des valeurs froides si on n'y associe pas celle de la fraternité, qui est du lien social, qui est une valeur Merci. Et laïcité, voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, donc, de ces propos. Alors, les organisateurs ne savaient pas à quoi ils s'attendaient quand ils m'ont demandé de faire une petite synthèse de la matinée, puisqu'on arrive à la fin donc, de ce travail en commun. Alors, je vais la faire avec peut-être un peu le regard à la fois de l'animateur et celui du journaliste, hein, pour vous dire d'abord que je voulais vous remercier de la qualité de cette matinée, de toutes ces interventions, de tous ces points très précis que vous nous avez donné, sans trop rentrer non plus dans des détails qui parfois en effet échappent au commun des mortels, hein, et il faut sans doute, on l'a bien dit, faire preuve de pédagogie, faire preuve de transparence, hein, ce sont des mots qui ont été beaucoup évoqués dans cette réunion. Peut-être aussi, on n'a pas trop parlé de l'intergénération, hein, de ce fait d'essayer de faire passer des messages, alors dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'on sait aujourd'hui que les jeunes sont quand même des vecteurs importants vis-à-vis de leurs aînés sur ces questions. C'est après tout ceux qui vont habiter cette planète qu'on va leur laisser, en espérant que tout ne va pas se terminer dans les 20 ans à venir, hein. Ça, c'est un petit message vis-à-vis de Pierre Leroy qui nous parlait de l'avenir de l'humanité dans les 20 ans à venir. Beaucoup de choses donc sur cette notion de résilience, beaucoup d'éléments de discussion aussi sur la façon d'exercer le pouvoir, hein, de la part des maires. Là, il y a une réaction qui est extrêmement ferme, qui dit non, un maire doit être un facilitateur, non un expert et un omnipotent. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des fonctions dont on a vu qu'elles étaient difficiles à mener. Mais après tout, il y a aussi, même s'il y a eu un renouvellement important, et notamment dans notre région, il y a aussi beaucoup de maires qui se sont représentés, qui ont été réélus et qui sont donc repartis pour justement assumer ces fonctions par rapport à des populations. Et je crois que moi, je vais peut-être terminer sur ce point-là. C'est ce que disait tout à l'heure Frédéric Vigouroux, qu'on n'est qu'au début d'une nouvelle histoire. Quand Jean-Luc Longour est arrivé tout à l'heure dans cette salle, il m'a dit, en spécialiste de ces questions, puisque vous êtes médecin, bon, on est sur un accélérateur et souvent, les pandémies sont des accélérateurs pour la société. Bon, alors, il est certain que ce n'est pas toujours, en tout cas, on a du mal à voir le côté accélérateur dans le bon sens, hein, dans l'immédiat, mais il y a des prises de conscience, il y a aujourd'hui des techniques différentes. On a fait la preuve de cette technique aujourd'hui avec vous, et il peut y avoir beaucoup de bien dans l'avenir parce que les gens vont peut-être se prendre en main par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et seront obligés de le faire. Parce que comme vous l'avez dit, on rentre dans une échéance économique qui va être très compliquée et malheureusement dans laquelle les populations les plus touchées sont ceux qui étaient déjà atteints par différents facteurs d'injustice. Et cette injustice, on le sait, elle s'écarte, hein. Alors, entre les gens qui sont riches et les gens qui ne sont pas, bien sûr, mais entre les personnes âgées qui ont la chance de pouvoir vivre encore dans leur domicile et ceux qui sont dans d'autres cadres. Enfin, beaucoup aujourd'hui de sujets se posent et dont certains sont extrêmement liés, notamment les sujets concernant l'habitat sont extrêmement liés à cette problématique de transition énergétique. Alors, Paloma, comme vous allez me succéder pour donner le programme de l'après-midi, je crois qu'on peut s'engager avec l'Arbre à dire qu'on n'est qu'au début des débats, hein, et qu'il y en aura sans doute beaucoup d'autres sous cette forme ou sous d'autres. Et puis également, quand même, rappeler que tout ce que nous avons dit
ça reste dans les tuyaux, puisque ce débat sera en permanence visible sur le site de l'ARB à partir du moment où il sera peut-être monté, c'est-à-dire dans quelques heures ou dans quelques jours. Paloma, venez à ma place, ou voilà, vous prenez la place de Frédéric Vigourou. On va vous demander donc de nous donner le programme de cet après-midi. Et puis je voudrais que dans une salve d'applaudissements, même si nous ne sommes qu'une dizaine, on remercie tous les intervenants, y compris bien sûr Pierre et Jean-Claude. Merci Pierre Leroy et Jean-Claude Mensch. Et on essaiera de venir vous voir pour découvrir sur vos terrains ce que vous avez réalisé. Voilà, merci à tous. J'ai été très heureux d'animer cette réunion. Un petit mot pour David Bérard, notre réalisateur, qui, derrière ses manettes et ses caméras, a fait ce qu'il a pu pour que vous puissiez suivre dans de bonnes conditions. Et Paloma, je vous laisse la parole pour la suite, pour les débats de cet après-midi. Merci beaucoup, merci Yves. Donc cet après-midi, on se retrouve dès 14 h en fait pour une session d'ateliers. Donc 5 ateliers thématiques sont proposés cet après-midi aux participants. Une première session qui commence à 14 h et une seconde à 15h15. Sur la première session, on vous propose un premier atelier, donc l'atelier numéro 1 sur les démarches territoriales de développement durable et l'agenda 2030. Donc pourquoi il est important de s'organiser et se structurer pour justement arriver à relever ce défi de la transition écologique dans les territoires. Donc, nous verrons comment le nouveau cadre national de l'agenda 2030 nous permet de relancer, dynamiser notre démarche de développement durable en tant que collectivité. Nous aurons un témoignage de la commune de Longwy, qui nous vient du département des Côtes-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, on présentera lors de cet atelier le label Territoire durable, une COP d'avance qu'on lance aujourd'hui. Donc, vous aurez jusqu'au 31 décembre pour candidater. L'atelier 2 vous proposera un échange sur l'urbanisme et la biodiversité. Pourquoi et comment prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement du territoire, donc de la planification jusqu'au projet concret, jusqu'à l'action. Nous aurons l'occasion de prendre connaissance des grands enjeux de la biodiversité en lien avec le territoire qui seront proposés par l'Observatoire régional de la biodiversité. L'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse nous proposera un retour d'expérience de la ville d'Avignon. Donc ça, c'est pour la première session. Vous aurez un atelier à choisir sur ces 3 ateliers. La deuxième session commencera à 15h15 et là, on vous proposera 2 ateliers. Le premier atelier, l'atelier 4, sur la restauration collective durable, alimentation durable. Nous aurons la présentation de l'appel à candidature en cours que propose la RBE sur comment accompagner les collectivités dans un projet de restauration collective durable. Nous aurons une restitution du groupe de travail nutrition du Conseil national de la restauration collective qui vient d'éditer un livre sur le menu végétarien. Donc, comment finalement relever ce défi de proposer des menus sympathiques et goûteux pour les enfants. Enfin, le dernier atelier, l'atelier 5 sur l'éducation à l'environnement et au développement durable, tentera de répondre à la question pourquoi l'éducation à l'environnement et au développement durable est un levier de la transition écologique. Les ressources et partenaires pour accompagner les démarches d'éducation à l'environnement des collectivités seront présentés, comme l'Observatoire régional de l'éducation à l'environnement. Le réseau régional de l'éducation à l'environnement sera présenté par le GREN. Nous aurons une présentation également du dispositif national des aires éducatives marines et terrestres, un dispositif qui est porté localement en région par l'Agence régionale de la biodiversité. On aura le témoignage de la ville de Cannes sur sa démarche d'éducation à l'environnement. Donc, c'était pour la deuxième session et je viens de me rendre compte en vous parlant que j'ai oublié un des ateliers de la première session, l'atelier numéro 3 sur le zéro déchet plastique, qui, après vous avoir présenté les enjeux sur le zéro déchet plastique, vous présentera les outils proposés en région pour s'engager quand on est une collectivité qui veut se positionner sur ce sujet. Donc, le programme zéro déchet plastique de la région Sud, dans lequel s'inscrit la charte régionale zéro déchet plastique, et également sera présentée la charte nationale une plage sans déchets plastiques. Nous aurons 2 témoignages de collectivités sur cet atelier, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var et la collectivité territoriale Sud-Luberon dans le Vaucluse. Donc, pour retrouver ces ateliers, il vous suffit de retourner sur le hall virtuel dans lequel vous êtes trouvé ce matin. On va activer les liens entre midi et 2. Donc, c'est normal si les liens ne sont pas actifs en ce moment. Ils seront actifs, je pense, vers 13h30. Donc, on vous invite par contre à vous connecter quelques minutes avant l'heure de début de votre atelier, tout simplement pour vous assurer d'être bien là et qu'il n'y ait pas de problème technique lors du lancement. Merci. Merci Paloma. Écoutez, bon appétit. On se retrouve cet après-midi et puis en tout cas à très bientôt pour d'autres débats de ce type-là avec l'ARB. Et puis n'oubliez pas donc le label Territoire durable, comme d'avance, c'est important, ça commence aujourd'hui. Merci.
Croyez-vous au monde d'après? Cela fait plus de 40 ans que nous préparons nos territoires à cette transition. À travers la promotion d'un modèle plus durable et résilient. Nous accompagnons les collectivités pour entreprendre ces changements. Grâce à cette expérience et à notre expertise sur la biodiversité et sur l'environnement, notre vision transversale au service des territoires offre un éclairage pour le sens commun. Au cœur des préoccupations de tous les acteurs régionaux et des politiques publiques, nous animons les réseaux qui permettent de construire ensemble notre avenir. L'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur est un véritable centre de ressources du développement durable régional, un outil qui vous appartient, avec lequel avancer. Nous apportons des réponses concrètes aux différents enjeux de la transition écologique. Ces réponses sont autant de piliers sur lesquels bâtir un plan de relance et un nouvel après.